Bon, je pensais que ce mois-ci on sera en reste et qu'il n'y aurait pas trop de films à évoquer ici. Et je me suis encore planté, donc on va pas s'arrêter en si bon chemin et passons en revue les quelques films que j'ai manqués en ce mois de mars 2019. Franchement, je commence à vraiment me poser la légitimité de Netflix en tant que distributeur quand on voit les dernières prods qui sont en train de nous sortir. C'est pas que l'exploitant de vidéo à la demande soit en reste en termes de production, mais alors aller récupérer des films de la trempe du nouveau long métrage de Steven Knight, ça serait mieux qu'ils essayent plutôt de peaufiner des œuvres de SF qu'ils cherchent vraiment à mettre en avant, plutôt que de faire cela en Europe. Mais au-delà de la pauvreté de son sens, bien au-delà de la tristesse de son propos, bien au-delà de l'incohérence que le long métrage n'arrête pas de mettre en avant, bien au-delà de la mise en scène en roue libre, Knight déçoit énormément avec cette œuvre et montre simplement qu'il est un grand auteur de cinéma lorsqu'il est intime. Et surtout qu'il ne cherche pas à faire dans le grandiose. Parce que là, c'est grandiose. Mais dans le très mauvais sens du terme malheureusement pour nous. Au sein du cinéma moderne, il y a de plus en plus de films, j'ai l'impression, qui choisissent de mettre au centre de leur récit des femmes, ce que je trouve être une excellente chose. C'est ainsi que le duo Sakla Zenzirki et Guillaume Giovannetti nous offre ici le portrait d'une jeune femme de mon âge, de notre âge, quelqu'un de tout ce qu'il y a de plus simple, excepté qu'elle est muette, et qu'au cœur de son village, elle est traitée comme une handicapée et non comme une personne. En développant cela, les deux auteurs réussissent à créer quelque chose de rare, quelque chose de touchant et d'intense, qui prend réellement aux tripes et qui ne nous lâche pas tout du long pour nous emporter au cœur d'un récit initiatique proche de la renaissance d'un personnage et non pas simplement d'un portrait de femme comme on aurait pu l'imaginer. De plus, la beauté et la puissance du jeu de Dania Sonmez donnent vraiment quelque chose de fort et d'intense à l'entièreté du métrage. On a tous, je pense, envie de changer le monde. C'est une chose qui est tout à fait louable. Mais il y a certains auteurs qui veulent le faire par le biais du cinéma. C'est ainsi qu'au cœur d'un métrage assez étonnant, que ce soit dans son format ou dans la manière avec laquelle il aborde le sujet, Xavier de Choudance décide de nous raconter l'histoire d'un homme et d'un combat. Celui d'une liberté, celui d'une possibilité, celui d'une nationalité, bref, celui d'un homme et de ce qu'il estime être juste. Ce combat est celui d'une nation, et en un sens, de Choudance arrive à donner à son film la portée escomptée, tout en cédant quand même à pas mal de facilités propres au cinéma finalement, sans que pour autant cela soit vu comme étant une maladresse, un cliché ou une grossièreté, heureusement d'ailleurs, puisque le film gagne en puissance par le biais de cela en un sens, sans compter sur le dévouement total de Franck Gastambide autour de son personnage. Bon, c'est pas révolutionnaire, contrairement aux actes du personnage central, mais c'est plutôt sympathique et extrêmement touchant même. Dans le monde du cinéma, surtout en France, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'auteurs qui s'imposent comme des modèles qu'il faut absolument adapter au cinéma. En ce moment, David Fuenquinos fait clairement partie de ces auteurs, et c'est ainsi que le nouveau long métrage de Rémi Besançon est une adaptation d'un de ces rares récits qui sort de la comédie pure pour s'inscrire presque dans un hommage à Agatha Christie et donne lieu à une œuvre tout simplement entraînante et étonnante. On y retrouve la patte du cinéaste français, mêlée à une forme et une histoire qui prend réellement le spectateur par la main pour l'embarquer dans une aventure entre rire et mystère. Pour un joli récit qui ne cherche pas à être grand chose de plus qu'une petite enquête littéraire décalée et amusante qui choisirait d'aller dans une direction que l'on n'a pas forcément plus que cela l'habitude de voir en France finalement. Une petite pépite jouissive de cinéma divertissante et réjouissante, proposée par un auteur qui, je pense, ne cessera jamais de me surprendre. Bon, autant être honnête avec vous tout de suite, je suis pas un fan de DBZ, je connais pas grand chose à l'univers, mais quand j'ai vu la bande-annonce et les extraits de ce film, je me suis dit que j'avais l'impression que l'univers avait envie de s'ouvrir vers moi. Franchement, je dois bien avouer que je ne lui aurais jamais octroyé une chronique complète, car je ne suis pas assez expert de l'univers pour pouvoir faire cela. Mais je trouve que le long métrage de Nagamine cherche vraiment à s'ouvrir vers le public néophyte et désireux de découvrir toute cette pléthore de personnages et d'univers. Pour le coup, niveau dramaturgie, on est sur du niveau 0, puisque hormis une vague introduction qui replace dans le contexte l'univers et les personnages, il ne s'agit que d'une immense et chaotique baston qui, là par contre, s'impose de bout en bout, comme étant un brillant moment de cinéma passionnant et fantastiquement mis en scène, avec une élégance et une puissance rare qui laisse totalement scotché dans son fauteuil de cinéma. Bon, ça reste quand même assez simple, voire même régressif par moments en termes de récit, mais c'est tellement jouissif et tellement explosif que parfois on demande rien de plus. Il est assez simple pour certains de faire des documentaires,
en proposant des sujets qui marchent et pas forcément des sujets qui osent. Et c'est ainsi que se pose le long métrage du cinéaste français Guillaume Madachevski, comme étant un peu, malheureusement, un ersatz de ce que Disney Nature propose depuis maintenant une petite dizaine d'années, soit un documentaire assez classique, autour de la naissance et de l'épanouissement d'un animal face au changement climatique. L'idée est bien, le geste est beaucoup moins sûr, presque hésitant par moments, ne sachant pas exactement quoi proposer aux spectateurs pour donner lieu à un divertissement qui sorte du lot, mais parvenant tout de même à proposer une mise en scène assez entraînante et un attachement profond envers cet animal et son évolution. En soi, c'est loin d'être une révolution et c'est pas vraiment une réussite, mais c'est plutôt divertissant et ça tient à peu près la route de tout son long. Il y a des films à concept qui tiennent parfois la route uniquement grâce à cela, un concept. Et ça nous permet des fois de leur pardonner pas mal d'erreurs. En l'occurrence, il est évident qu'en tant que cinéphile, on devrait presque automatiquement pardonner à ce cher Bertrand Blier, absent depuis presque 10 ans des écrans des salles obscures, l'erreur d'un postulat un peu trop métaphysique et pas assez cinématographique. Mais étonnamment, cela fonctionne, et même plutôt bien. Bon, il est sûr que de tout son long, le metteur en scène français se complaît dans un regard profondément révélateur d'une vision narcissique du 7e art. Mais la mise en place du postulat, le choix osé et finalement crédible de Depardieu et Clavier, ainsi qu'une mise en scène terriblement touchante et émouvante, presque poétique par instant, suffit à donner une légitimité extrêmement juste et cinéphile à une œuvre qui pourrait se complaire dans sa forme, et qui le fait, mais jamais complètement. Ce qui permet tout de même à l'œuvre d'être sauvée sur une bonne partie et de surtout parvenir à tenir une longueur tout de même assez courte. Baser entièrement l'immersion d'un spectateur dans un récit sur son personnage central, franchement, en tant qu'auteur, je trouve ça hyper culotté. Pourtant, Johanna Eurikaru a souhaité le faire au cœur d'un pamphlet humaniste et sociétal cherchant à développer le regard d'une immigrante roumaine au sein d'une Amérique, dont elle espère beaucoup, mais dont celle-ci ne cherche qu'à soutirer une moelle émotionnelle et charnelle, plus que véritablement humaine. La cinéaste a tendance à un peu trop se complaire dans la forme et pas assez dans un fond qui se veut simplement métaphorique et qui dans un retournement final s'avère simplement être une grande et un peu trop autosatisfaite métaphore autour de la vie et de l'impact que celle-ci peut avoir sur un personnage qui la prend peut-être un peu trop à la légère et ne cherche pas alors à se remettre en cause, pour admettre qu'elle peut s'en sortir, pas plus que cela. Un motif qui ne suffit pas vraiment à sauver une œuvre qui se voudrait plus profonde et symbolique que malheureusement il n'y paraît. Parler du passé en se penchant sur l'avenir est un sujet et une thématique qui demande énormément de recul et qui demande surtout énormément de réflexion sur notre époque. Et c'est avec ce postulat extrêmement révélateur et profondément humain que se pose le long métrage de Amishai Greenberg, amenant le spectateur à se mettre à la place d'un chercheur de vérité qui va lui-même finir par se remettre en question lorsque la vérité qui lui semblait nécessaire ne va finalement apparaître que terriblement vaine dans sa vie. En amenant cela au cœur de la grande histoire, le cinéaste parvient à amener une batterie de thématiques, une réflexion à la hauteur de sa puissance visuelle et émotionnelle, ainsi qu'un profond message humain qui transcende la barrière du temps et des époques, pour finalement créer un moment de cinéma qui transporte totalement le spectateur et qui dynamite l'ensemble des codes qui font d'un film historique une œuvre parfois distante de l'humain. Un grand moment de cinéma qui arrive à véhiculer énormément d'émotions par le biais d'un personnage qui n'est pas simplement émotionnel. Un documentaire, s'il se centre sur un personnage, se doit de chercher avant tout à révéler l'homme avant de chercher à se pencher sur la figure qu'il a été par le passé. Les deux auteurs anglais Bon Hout et Ethel Guy avaient en tête de dresser un immense portrait par le biais de son art du grand couturier et créateur de génie controversé qu'était Alexander McQueen. Cela donnant lieu à un immense métrage qui retrace avec brio et densité la puissance d'un homme finalement perdu au sein de son art. On admettra assez facilement qu'Alexander McQueen était avant tout un personnage de la scène de la mode, mais également, ce que le documentaire fait ressortir de manière brillante, c'est le fait qu'il n'avait pas grand chose de si extravagant que cela, contrairement à son style. Et c'est là-dedans que réside la subtilité d'un documentaire à la beauté graphique saisissante et à la teneur dramatique terriblement intense et entraînante qui passionne de bout en bout. Un très beau documentaire, largement à la hauteur d'un homme qui se révèle être touchant et extrêmement sincère. La comédie française semble avoir deux visages aujourd'hui. Un aspect jeune, extrêmement fun, divertissant et dynamique, et ce qu'on pourrait appeler un aspect vieux, plus posé et plus simple.
Pourtant, c'est au travers de cette deuxième vision qu'elle a réussi à passionner ce mois-ci, contrairement à une comédie un peu trop jeune, sortie la même semaine, et qu'ainsi, José Alcala nous offre un moment de drôlerie et de vaudeville qui embarque assez facilement le spectateur au cœur d'une aventure romantique et décalée. Certes, cela reste un film très simple, voire même carrément trop simple contrairement à son postulat, qui pouvait donner la sensation d'être un peu plus dense, mais au bout du compte, Alcala se repose véritablement sur sa mise en scène pour créer une dynamique comique et dramatique qui embarque assez facilement le spectateur, qui nous laisse un peu sur notre faim à la fin du film, mais qui marche finalement assez bien. Une comédie qui ne cherche pas à être grand chose de plus qu'un joli petit moment d'évasion. J'en ai déjà parlé récemment, mais je trouve que l'idée de faire un remake d'un de ses propres films, ça reste une démarche très étrange. Et c'est ainsi que le jeune réalisateur, mais non pas acteur, Til Schweiger, nous livre son remake de son propre métrage à succès, immense dans son pays natal d'ailleurs, 7 millions d'entrées, pour un moment de cinéma qui se voudrait humaniste, qui se voudrait touchant, qui se voudrait émouvant, mais qui démontre surtout un côté lourd et hasardeux d'une œuvre bancale et maladroite. Surtout dans le simple fait et impression que le cinéaste ne parvient à aucun moment à maîtriser son œuvre. Les faux raccords et les sautes de montage, rappelant simplement que parfois si une œuvre rencontre le succès, en faire une version plus grand public n'est pas le meilleur moyen de l'imposer comme un grand film, et c'est bien toute la maladresse d'un long métrage qui ne réussit jamais à être fédérateur, mais loupe parfaitement sa profession de foi. Soit transporter le spectateur, mais malheureusement ici, avec la démarche de Schweiger, j'ai plus la sensation de retomber complètement les pieds sur terre. Le cinéma anglais regorge de petites perles, d'instants de cinéma qui cherchent à aborder des genres très différents et à nous faire découvrir une nouvelle facette du 7e art. Mais là, je ne sais pas comment vous décrire à quel point je pense que le cinéma anglais a très mal exploité un concept qui aurait pu être très bon. À l'image d'un cinéma qui aime rendre hommage à ses classiques, l'œuvre de James March s'avère être tout simplement un film dont le concept et l'ensemble cinématographique ne tient pas vraiment la route, la faute à une idée qui se limite à une bonne base. En soi, le concept de jouer sur un film de braquage qui deviendra un drame social, sur fond d'adieu aux armes, on achète tout de suite. Le seul souci, c'est que la première partie fonctionne vraiment, le braquage, mais la deuxième, le drame humain, ne prend pas vraiment, et laisse même dubitatif face à une œuvre qui aurait pu être très bonne, mais qui ne l'est jamais vraiment, malheureusement pour nous. Mais bon, ce casting est quand même assez génial. Donc rien que pour ça, je veux bien sauver le film. Le cinéma a toujours su comment parler de la guerre, en montrant son horreur, mais également l'humanisme qui s'en dégage. Par le biais de la fiction, ça a toujours été le cas. Alors imaginez cette conception-là au sein d'un documentaire. C'est le concept du long métrage documentaire de Saïd Al-Battal et Djat Ayoub qui nous livre tout simplement ici un objet inclassable. Œuvre testamentaire autour d'une époque tout simplement horrible de la Syrie, en même temps que long métrage flamboyant autour de cette idée que la caméra reste la meilleure arme contre l'horreur du monde, ce moment de pur cinéma guérilla est un coup de poing dont on ne se relève pas. Puissant visuellement, par le biais de son hyper-réalisme, le seul souci reste que la trame qui habite le film, mêlant des passages de vie quotidienne et des instants au cœur de la prise d'une ville, laisse le spectateur un peu perdu, et pas sûr que cela était la meilleure idée du film que de jouer sur ce montage parallèle, finalement assez vain et faiblard. Mais bon, c'est quand même un pur trip de cinéma, une expérience totalement singulière au sein de la production internationale, et rien que pour ça, ça vaut largement le coup de le voir. Bon, une nouvelle fois, on a réussi à faire à peu près le tour d'horizon de ce qu'on n'avait pas vu. J'espère que le mois d'avril sera beaucoup plus léger, mais très sincèrement, j'en doute. Mais d'ici là, n'oubliez pas, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas de ces films qu'ils sont forcément mauvais.